et de l'autre par les immenses étendues de l'océan Pacifique. La compagnie aérienne Revolution constitue l'un des seuls liens avec le monde extérieur. Sa petite flotte de robustes appareils transporte personnes et marchandises dans tout l'Alaska et au-delà. Le vol Revolution Airlines 8 s'apprête à décoller de Cold Bay pour rejoindre Seattle. La plus grande partie du trajet va se faire au-dessus de l'océan Pacifique Nord. James Gibson, le commandant de bord, est âgé de 54 ans. Il a plus de 25 ans d'expérience de pilotage dans les conditions extrêmes de l'Alaska. Poussez le décollage. Gerald Lorin est l'ingénieur de vol. Ok, poussez réglé. Âgé de 45 ans, il est originaire de l'Alaska. Enfin, le copilote est Gary Lintner, 39 ans. Généralement, on faisait ce trajet une fois par semaine. Le temps de vol prévu était de 5 heures. Train rentré. Train rentré. Volet rentré. Volet rentré. Rive 8, départ pour Seattle. Rive 8, Roger, bon vol. Parmi les 10 passagers à bord, la plupart sont des chasseurs ou des pêcheurs. Wendy Kroon est la chef de cabine. Notre destination était Seattle et il faisait un temps magnifique. Il n'y avait pas de turbulence, ce qui était tout à fait inhabituel. Il aurait dû y en avoir. Les vents du Pacifique et la proximité des montagnes aléoutiennes créent souvent des turbulences aériennes. Le commandant Gibson est aux commandes d'un Lockheed L-188 Electra, un quadrimoteur à turbopropulseur datant de la fin des années 50. C'était un appareil incroyablement solide. Plus costaud que 10 hectares d'ail, je disais à l'époque. Lorsqu'il finit de virer pour mettre le cap sur Seattle, le commandant Gibson entend un bourdonnement inhabituel. T'entends ça? Oui. Je crois. J'ai remarqué que les vibrations que je sentais dans mes pieds étaient différentes des vibrations dans les cadrans. C'était la première fois que ça m'arrivait et je me suis dit, c'est inhabituel. Bon. Gérald, tu peux aller voir? Ok. Tandis que les deux pilotes attendent le retour de Gerald Lorin, les vibrations s'accentuent. Je me souviens clairement que mon manche s'est mis à trembler. Et j'ai dit à James, bon sang, regarde ça. On s'est regardés tous les deux. Et finalement, il a dit, C'est pas bon, on fait demi-tour. Wendy Kroon aide l'ingénieur de vol à vérifier les moteurs. Il m'a demandé d'aller regarder le moteur numéro 4 pour voir s'il y avait quelque chose. Et juste au moment où j'ai regardé par le hublot, l'hélice s'est détachée. Là, j'ai pensé, oh non, elle va me tuer. Elle va me couper en deux. Mais elle a volé vers l'avant, ensuite elle est repartie en arrière, elle a cogné le moteur, et puis elle est passée sous l'avion. L'hélice lacère le dessous du fuselage. Bon sang. il y a eu un grand boom. La vache. Wendy, ça va? Bien sûr, le cockpit s'est rempli de brume et on n'entendait presque plus rien à cause de la pression sur les tympans. Le trou dans le fuselage a provoqué une décompression explosive. Perte de pression cabine. La modification rapide de la température de l'air et de la pression crée une brume épaisse et la teneur en oxygène chute. Quand on essaye de respirer, on a la tête qui tourne et on peut même s'évanouir. C'est déconcertant, parce qu'avec la brume et le calme qui règne, on se demande si on est mort ou pas. Mon Dieu. Finalement, quand la brume s'est dégagée, j'ai vu que l'appareil virait à droite. Le virage emmène l'avion vers la mer de Bering au nord-ouest. Donc j'ai attrapé le manche pour essayer de redresser. Coincé. Les ailerons aussi. Le manche était comme un bloc de béton. Ça paraissait impossible de le bouger. Lorsque l'hélice frappe le fuselage, Toria Fredenhagen, la seconde hôtesse, entre en action à l'arrière de l'appareil. Après l'explosion, je n'étais pas sûre de ce qui s'était passé. Mais je me suis levée, j'ai pris la bouteille d'oxygène et j'ai mis le masque. J'ai voulu regarder du côté droit et un passager m'a dit « Il vaut mieux pas regarder ». Et là, j'ai vu. Oh, il n'y avait plus d'hélice sur le moteur numéro 4. Wendy Kroon et Gerald Lorin sont tous les deux sonnés, mais indemnes.
J'étais tombée à la renverse sur le dos. Alors je me suis relevée et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de faire reculer les passagers vers l'arrière de la cabine. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas et je me suis arrêtée, avec le pied suspendu en l'air. Je me suis accrochée au filet à bagages, j'ai regardé vers le bas et là, mon cœur a fait un bond. J'étais terrifiée, parce que j'ai vu que juste sous mon pied, il y avait un trou. Et je voyais l'océan à travers. Encore aujourd'hui, je m'en rappelle parfaitement. La couleur, l'écume des vagues. Le trou fait plus de 50 cm de large. C'était terrifiant. Dans le cockpit, les pilotes n'ont toujours aucune idée de ce qui s'est passé. On a mis les masques à oxygène et quelques instants plus tard, Gérald est revenu dans le cockpit. Et il a dit, on a perdu l'hélice du moteur numéro 4. James a dit, comment ça perdu? Et Gérald a répondu, elle s'est détachée, elle est tombée. Alors James a tiré la poignée d'arrêt d'urgence du moteur 4. Le commandant a néanmoins un problème beaucoup plus pressant, la dépressurisation de la cabine. Le manche étant bloqué, il ne peut pas descendre à une altitude inférieure où il y aurait plus d'oxygène. Que tout le monde reste calme. James a vu que le pilote automatique était désactivé et il l'a remis en marche. Le L-188 Electra a 2 systèmes de câbles de commande. Les commandes manuelles sont bloquées, mais le pilote automatique semble fonctionner. Elle à plat. Personnellement, je pense que c'était l'une des décisions les plus intelligentes de toute l'histoire de l'aviation. Descente à 10 000. Le pilote automatique permet de stabiliser l'appareil et de descendre progressivement en altitude au-dessus du Pacifique Nord. L'espace d'un instant, la situation semble sous contrôle. Lorsque tout à coup... Il y a un trou dans le fuselage. Quoi? On voit à travers. J'ai vu l'océan. Ils ont dit, un trou dans le plancher? Et j'ai dit, oui, un fichu trou dans le plancher. Je l'ai vu. Allez mettre un masque. Ok. James Gibson vole très vite, plus de 200 nœuds, soit environ 370 km/h. Il a perdu un moteur et son manche est bloqué. Le commandant doit trouver un moyen de ralentir avant que le fuselage ne se déchire. Baisse du régime moteur. Baisse du régime. Regardez, il se passe rien. Quand j'ai vu que sa main bougeait à la commande des gaz et que le régime moteur ne bougeait pas sur les cadrans, franchement, je me suis dit que j'aurais mieux fait de rester au lit. Là, on a tous compris que la situation était grave. C'était difficile d'imaginer pire. Le câble des gaz doit être coupé. La vache. Le commandant ne peut pas ralentir. Or, à grande vitesse, le fuselage déjà endommagé risque de céder. De plus, la descente est moins rapide qu'espéré. Allez, allez. On est toujours à 16 500. Il faut faire demi-tour. James Gibson règle le pilote automatique pour faire un virage à droite et revenir à Cold Bay. C'est pas vrai. Le contrôle en roulis du pilote automatique semble lui aussi endommagé. Dès qu'on voulait virer à droite, même très légèrement, l'appareil s'inclinait pour engager un virage très rapide. Et on a tous eu la peur de notre vie. Le seul moyen de sortir de ce virage, c'était de tourner la poignée de commande complètement vers la gauche. Là, l'appareil arrêtait tout doucement de virer et petit à petit, il se remettait à plat. James Gibson n'a aucun moyen de diriger l'appareil. Il ne peut pas descendre rapidement et les réserves d'oxygène de secours menacent de s'épuiser. Bon sang. Sans aucun moyen de faire demi-tour, l'équipage et les passagers volent droit vers le large, dans un appareil menaçant de se désintégrer à chaque instant. Seul un terrifiant processus de tâtonnement permet au commandant Gibson de découvrir ce qu'il peut ou ne peut pas faire avec son appareil endommagé. Bon, c'est stable. Grâce au pilote automatique, l'appareil descend progressivement en altitude, mais virer reste quasi impossible. Les moteurs restent bloqués à plein régime et le vol Rive 8 continue de s'éloigner de la terre ferme. Appel de détresse. Mayday, Mayday, ici Rive 8. Richard Huff reçoit l'appel à la base opérationnelle de la compagnie à Anchorage. Rive 8 avait décollé de Cold Bay avant que j'arrive au travail. Et j'ai reçu l'appel de détresse environ 45 minutes après avoir pris mon poste. Les commandes manuelles sont bloquées. 4104, moteur bloqué à plein régime. Gary, c'est toi? Oui, rien ne marche. Roger. Panne des commandes de vol. Confirmé. Négatif. Les commandes manuelles ne fonctionnent pas, mais le pilote automatique marche. Descendons à 10 000 pieds.
Descente à 10 000 pieds. Bien sûr. C'était la pire situation que j'avais jamais rencontrée. Lorsqu'enfin l'appareil arrive à 10 000 pieds, le commandant Gibson enclenche le verrouillage d'altitude du pilote automatique. Le système fonctionne. L'altitude est stabilisée à 10 000 pieds, soit environ 3 000 mètres. Rive 8, stabilisé à 10 000 pieds. Dieu merci. Vous pouvez enlever les masques. Ça va mieux. Les passagers ne risquent plus de souffrir d'hypoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène. Néanmoins, ralentir ou changer de cap reste impossible. Rive 8, vous repartez vers Cold Bay? Eh bien, on y travaille. On cherche un moyen de diriger l'appareil. Tout le monde voulait savoir ce qui se passait, donc j'étais très occupé avec la radio. Et je regardais James qui essayait d'aider le pilote automatique. Le pilote automatique ne parvient pas à faire de virage, et le commandant Gibson n'arrive toujours pas à bouger le manche. Je me suis dit que je pourrais peut-être y arriver. Alors j'ai attrapé aussi le manche et je l'ai bougé. James a eu la peur de sa vie. Bon sang, Gary, tiens bon. Il a failli sauter de son fauteuil. Donc j'étais désolé, mais au moins, on savait qu'on pouvait aider le pilote automatique pour virer. Ce qui voulait dire que les câbles de commande n'étaient probablement pas coupés. Donc c'était une très bonne nouvelle. Les pilotes unissent leurs forces pour obliger l'appareil à faire un lent virage sur l'aile vers la droite. Progressivement, la manœuvre leur permet de revenir vers Cold Bay. Ce grand virage a permis aux pilotes de changer de cap, mais il leur manque toujours la précision nécessaire pour un atterrissage. Cet appareil datait des années 50, donc il n'était pas équipé d'un système sophistiqué d'atterrissage automatique. On ne pouvait pas simplement l'aligner sur la piste d'un aéroport et le laisser se poser seul. On peut pas se poser comme ça. Aucune chance. Sans commande manuelle, c'était impossible. Même si James Gibson réussit par miracle à aligner l'avion sur la piste de Cold Bay, la vitesse rendra l'atterrissage impossible. Il serait probablement sorti de la piste s'il avait essayé de se poser à 200 nœuds. Le commandant ne pouvant ralentir, il faut trouver une piste plus longue. Ici, Rive 8. Quelle longueur fait la piste de King Salmon? L'aéroport de King Salmon se trouve à plus de 500 km au nord-est de Cold Bay. Il est donc plus éloigné, mais la piste d'atterrissage est plus longue. Rive 8, la piste de King Salmon fait 2700 mètres de long. Répondez. Si on se pose à 200 nœuds, est-ce que 2700 mètres ça suffira? Non, c'est loin du compte. Le commandant envisage alors une solution de dernier recours, un amérissage dans le Pacifique. Ici Rive 8, je vais peut-être devoir amérir dans la baie de Bristol. Située à 350 km de Cold Bay, la baie de Bristol est proche des services de secours, mais Richard Huff désapprouve. C'est l'océan, pas une rivière. Et il y a de la houle. Non. J'étais fermement opposé à l'idée d'un amérissage forcé dans l'océan. Si James Gibson ne se pose pas parfaitement, l'appareil risque de se retourner en faisant de nombreuses victimes. C'est ce qui est arrivé lors de l'amérissage du vol 961 d'Ethiopian Airlines en 1996. Rive 8, je déconseille fortement un amérissage. Sans blague. Richard Huff propose une autre solution qui comporte elle aussi des risques. Voler plus loin encore vers le nord-est jusqu'à Anchorage. L'aéroport international d'Anchorage a 2 pistes de 3200 mètres de long. Et compte tenu de tous les hôpitaux se trouvant à proximité, c'était une meilleure option. Rive 8, Anchorage. Je propose de tenter un atterrissage à Anchorage. Répondez. Les montagnes environnantes atteignant quelques 3000 mètres d'altitude, le vol jusqu'à Anchorage n'est pas sans risque. De plus, ce trajet de 700 km exposera les pilotes à des conditions météo imprévisibles, au-dessus de la chaîne aléoutienne. En cas de forte turbulence, l'appareil déjà endommagé risque de ne pas y résister. Rive 8, je recommande Anchorage. Répondez. Anchorage, ici Rive 8, bien reçu. Mais c'est à moi que revient la décision. Gerald, on a assez de carburant pour aller à Anchorage? Ouais, c'est bon, largement. Anchorage, Rive 8. Quelles sont les conditions météo à Anchorage? Léger vent de surface, 260 degrés à 9 nœuds à Anchorage. C'est un vrai tank. On va y arriver. Ici Rive 8. C'est d'accord pour Anchorage.
Roger. Atterrissage à Anchorage confirmé. En procédant par tâtonnement, le commandant Gibson a compris comment utiliser le pilote automatique endommagé. Il règle directement le contrôle en roulis, puis pousse de toutes ses forces sur le manche pour mettre le cap vers Anchorage. Bien, c'est stable. Ne touchez plus rien. Pour l'instant, la chance semble sourire au pilote, qui ne rencontre pas de turbulences au-dessus des montagnes aléoutiennes. En revanche, les moteurs restent bloqués à plein régime. À Anchorage, les services d'urgence se préparent à un atterrissage en catastrophe. Après 4 heures d'angoisse, le vol Rive 8 approche de l'aéroport par l'ouest. Le commandant Gibson règle soigneusement le pilote automatique et commence à tourner au-dessus de l'aéroport. Son seul espoir est de retrouver suffisamment de contrôle avec les commandes manuelles pour tenter un atterrissage avant de tomber à court de carburant. Les commandes étaient très dures. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était utiliser le pilote automatique et l'aider manuellement pour piloter approximativement l'appareil, faire des virages et contrôler un peu le tangage. À la base opérationnelle de la compagnie, John Minton, ingénieur de vol, est appelé en urgence pour trouver une solution. Les gens qui étaient déjà sur place m'ont expliqué la situation. Et on m'a demandé de faire ce que je pouvais pour apporter mon aide grâce à ma connaissance de l'appareil. Ici Rive 8. Un instant, J'ai besoin de retrouver un peu de contrôle pour pouvoir me poser. Roger. on y travaille. Le L-188 Electra a 2 systèmes de commande de vol distincts qui fonctionnent de façon totalement séparée. D'une part, le pilote automatique et d'autre part, les commandes manuelles. Donc si un des 2 systèmes est endommagé, il reste l'autre. Et dans le cas du vol Rive 8, les commandes manuelles étaient endommagées et le pilote automatique ne l'était pas. L'ingénieur considère les solutions possibles et sa conclusion prend tout le monde par surprise. Désenclencher le pilote automatique. On voulait savoir si les commandes manuelles étaient utilisables. Et la seule façon de le savoir, c'était de désenclencher le pilote automatique pour voir si le système hydraulique normal fonctionnait plus ou moins. John Minton propose de couper le pilote automatique. Vous êtes dingue? Si l'hélice a sectionné un des câbles de commande manuelle, sans pilote automatique, le commandant n'aura plus aucun moyen de diriger l'appareil. On pensait qu'on risquait de perdre totalement le contrôle. Et si jamais on n'arrivait pas à réenclencher le pilote automatique, là on allait vraiment bien s'amuser. Le commandant Gibson fait peut-être là son dernier geste de pilotage. Désactivation du pilote automatique. Appuyer sur ce bouton avec son pouce pour désenclencher le pilote automatique, c'était peut-être l'acte le plus courageux de toute sa vie. L'appareil reste stable. Sans pilote automatique, le commandant Gibson vérifie si les commandes manuelles sont plus faciles à manier. Rien. Bon sang. Mais elles sont toujours bloquées. James a immédiatement réenclenché le pilote automatique. À ce moment-là, on était tous assez abattus. La situation semblait très mal engagée. Poser l'avion en utilisant uniquement le pilote automatique était absolument impossible. Les commandes n'étaient pas assez fines. La vie des 15 personnes à bord dépend de la capacité des pilotes à reprendre le contrôle de l'appareil. Mais après plusieurs heures passées à lutter avec des commandes manuelles bloquées et un pilote automatique endommagé, le commandant Gibson est épuisé. Gary, je suis crevé. Relais-moi. Il n'en pouvait plus. Et il m'a dit, je te confie l'appareil, je vais faire une pause. L'équipage est épuisé et à court d'idées. À ce moment-là, Gary Lintner fait une découverte qui bouleverse la situation. J'ai regardé le pilote automatique et tout à coup j'ai vu qu'il était désactivé, alors que j'étais en train de faire des virages. L'appareil était même incliné à 3 degrés environ. Il dirige l'appareil sans l'aide du pilote automatique. Alors j'ai dit, les commandes remarchent. Quoi? James a immédiatement attrapé son manche et à 2 on arrivait à peu près à diriger l'appareil correctement. Là on a dit, bon, ça change tout. D'une façon ou d'une autre, les pilotes ont pu lever le nez et s'aligner manuellement avec une piste d'atterrissage. Si les commandes manuelles fonctionnent mais pas le pilote automatique, c'est pas un problème. Avec 3 degrés de roulis et 1 degré de tangage, on se débrouille. J'ignore ce qui s'est passé, mais les commandes remarchent. En approche. Un problème majeur subsiste malgré tout. Même si la piste d'atterrissage fait 3000 mètres, on peut en sortir si on va trop vite.
Le commandant Gibson vole beaucoup trop vite pour se poser. Néanmoins, il n'a pas le choix. Malgré les risques, le pilote doit tenter un atterrissage d'urgence avec un appareil gravement endommagé. Sur un L-188 Electra, les 4 moteurs sont numérotés de gauche à droite. Les 3 premiers étant bloqués à plein régime, le commandant Gibson doit en couper un pour ralentir l'appareil. On va couper le numéro 1. Non, s'il coupe le 1, il coupe tout. Négatif, Rive 8. Le moteur numéro 1 alimente en électricité tous les systèmes hydrauliques. Ne coupez pas le moteur numéro 1. La perte du moteur numéro 1 et la perte probable des systèmes hydrauliques auraient causé le crash de l'appareil. Gérald, coupe le numéro 2. Je coupe le numéro 2. L'appareil ralentit, mais pas suffisamment. 185 nœuds. C'est trop rapide. Si le commandant Gibson sort de la piste, il met en danger non seulement l'équipage et les passagers, mais aussi les habitants de la zone résidentielle jouxtant l'aéroport. J'ai croisé tout ce que je pouvais. J'ai croisé les doigts, j'ai croisé les doigts de pied. Parce que la situation était grave. On était dos au mur. C'était du sérieux et des vies étaient en jeu, aussi bien au sol que dans les airs. Alors qu'il fonce vers l'aéroport, le commandant Gibson ignore comment il va s'y prendre pour stopper l'appareil. À 20h13, le pilote décide de tenter le tout pour le tout et d'essayer de se poser. On y va. Anchorage, ici Rive 8. Prêt à atterrir sur la piste 6. Rive 8, autorisation d'atterrir sur la piste 6. Il vaut mieux que tu sortes. Wendy Kroon retourne dans la cabine pour faire les derniers préparatifs. Je pensais que je devais faire mon devoir et retourner dans la cabine. La chef de cabine doit passer au-dessus du trou béant dans le fuselage. Je suis montée sur les sièges en me tenant au compartiment à bagages pour essayer de m'alléger le plus possible. J'ai traversé 4 rangées avant de remettre le pied par terre et d'aller au bout de la cabine. Avec des commandes endommagées et une vitesse bien trop élevée, le commandant Gibson entame son approche. Mettez tous les objets pointus dans les sacs à vomi. Ça aussi? Oui. Volet d'approche. Volet d'approche. Train sorti. Train sorti. Les pilotes tirent ensemble sur leurs manches pour lever le nez de l'appareil. Puis, quelques secondes avant de toucher le sol, ils arrivent au-dessus de la piste. 170 nœuds. 50 nœuds de plus que la vitesse normale. Taux de chute 4 mètres secondes. Je n'avais jamais vu quelqu'un essayer d'atterrir à une telle vitesse. Ils peuvent y arriver. C'est possible. Une équipe de télévision filme la tentative d'atterrissage. Mais au dernier moment, le commandant Gibson réalise que l'appareil va toujours trop vite. Remise des gaz. C'est bon. C'est bon. Quand on a fait la première approche, c'était trop rapide. On n'aurait pas pu se poser. Donc c'était rassurant quand le train d'atterrissage est rentré de nouveau. C'était une bonne chose. L'appareil était très bas, proche des arbres quand l'atterrissage a été annulé. On voyait les maisons et les gens dans leur jardin. Cette approche interrompue prouve que Gibson est capable de tenter l'impossible. Le problème, c'est qu'on allait trop vite. L'appareil volait à 170 nœuds pendant toute la descente. Le commandant Gibson doit trouver un moyen de ralentir d'au moins 10 nœuds. Or, il ne peut pas couper les moteurs encore en action. Le L-188 Electra a en effet des ailes courtes, dont la portance est surtout fournie par l'air que chassent les hélices. On ne peut pas simplement couper les moteurs et planer. La traînée créée par ces grandes hélices est trop importante et la portance des ailes serait nulle. L'appareil tomberait du ciel. Avec 2 moteurs à plein régime et trop de vitesse pour atterrir, le commandant Gibson tourne au-dessus de la mer et entame une seconde approche. Rive 8, deuxième approche autorisée sur la piste 6. Train sorti. Train sorti. Un avion accélère au fur et à mesure de la descente.
Afin de réduire sa vitesse, le commandant Gibson va donc commencer son approche à 800 pieds seulement. De plus, il prend une décision audacieuse qui va rendre tout retour en arrière impossible. Lorsque l'appareil touchera le sol, le pilote coupera les 2 moteurs encore en action. C'est la dernière chance. Allez, allez. 146 nœuds. L'appareil touche le sol. Coupez les moteurs. Arrêt des moteurs. Une fois que les poignées d'arrêt d'urgence étaient tirées, ils étaient obligés d'aller jusqu'au bout. 140. Avec tous les moteurs coupés, l'appareil commence à ralentir. Néanmoins, ce n'est pas sans risque, car les moteurs fournissaient l'alimentation électrique des systèmes de pilotage et de freinage. L'appareil devient un projectile lancé sur la piste, puisqu'il n'y a plus de commande hydraulique. Là, ça sort de l'ordinaire. On ne peut plus du tout diriger l'appareil. En fait, on devient des passagers à ce moment-là. Des passagers aux premières loges. Les pilotes sont totalement impuissants, tandis que l'appareil fonce à 140 nœuds vers la zone résidentielle le long de l'aéroport. Les freins hydrauliques ne fonctionnent plus et le commandant Gibson ne peut utiliser que les freins de secours, beaucoup moins puissants. En raison de la vitesse excessive, les freins de secours prennent feu. Il y a des flammes sur le train avant. Des flammes sur le train avant. On a vu qu'on allait sortir de la piste. Il y avait un fossé droit devant nous. Et James a dit, accrochez-vous les gars. Accrochez-vous. Joli. Ça y est. Il n'y avait pas vraiment d'urgence. On a senti que c'était bon. Tout le monde est OK? Bien sûr, on était en pleine montée d'adrénaline, mais surtout, on se sentait bien. C'était un peu irréel, parce qu'on était sains et saufs. Tout va bien. Bel atterrissage, les gars. On avait à peine atterri qu'un passager est venu me demander « Quand part le prochain vol pour Seattle ?» Je lui ai dit qu'à mon avis, il n'avait pas vraiment réalisé la gravité de la situation. Je suis encore stupéfait qu'ils aient réussi à atterrir sans faire de blessés ni de dégâts matériels. L'appareil était intact. Ils ont recouvert l'appareil de mousse. Les pompiers ont aspergé de la mousse un peu partout, mais l'appareil était plutôt en bon état. Tandis que les passagers quittent l'appareil, le commandant Gibson donne un dernier ordre à son équipage. On sort en grand uniforme. James a dit, bon, je crois qu'on s'est comporté en vrai pro. On devrait mettre la casquette, la veste et la cravate pour sortir. Après 6 heures d'angoisse, le commandant Gibson et son équipage ont sauvé la vie de toutes les personnes à bord en réussissant à poser un appareil gravement endommagé. Le pire, c'est que la compagnie nous disait toujours qu'on manquait de professionnalisme. Ron Schlid est chargé de l'enquête pour le NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports. La perte d'une hélice en vol, c'est un accident grave qui peut mener à une catastrophe. Il y a eu des précédents. Bien qu'il n'y ait pas eu de crash, le cas du vol Rive 8 vient s'ajouter à une inquiétante série d'accidents. Depuis 1965, pas moins de 4 Lockheed L-188 Electra ont perdu une hélice en plein vol. L'avion avait failli tomber dans l'océan parce qu'une hélice s'était détachée. Donc il était important de faire de notre mieux pour découvrir la cause de l'accident. À Washington, l'enquêteur spécialisé Dennis Grossi étudie l'enregistrement des conversations du cockpit pour mieux comprendre les difficultés rencontrées par l'équipage. Juste après le décollage, l'équipage a détecté une vibration. Cette vibration a continué jusqu'à ce que l'hélice se détache de l'appareil.
L'hélice a endommagé le fuselage, causant une décompression rapide de la cabine, la perte des commandes de propulseurs et le mauvais fonctionnement des commandes de vol. Bon sang! Selon Rundschlid, la perte de l'hélice ne peut avoir que deux causes. Une figure de fatigue ou d'autres dégâts préexistants peuvent mener à une rupture de l'assemblage de l'hélice. C'est déjà arrivé auparavant. Mais ça peut aussi provenir de la boîte de transmission qui entraîne l'hélice. Une défaillance importante à ce niveau peut aussi mener à une rupture de l'assemblage de l'hélice, du moteur et de la boîte de transmission. Ce cas-là aussi s'était déjà produit. L'équipe de Rundschlid étudie ce qui reste du moteur endommagé, mais l'enquête se révèle rapidement difficile. On avait peu d'indices, parce que les pièces qu'il fallait examiner n'étaient plus là. L'hélice et la boîte de transmission à laquelle elle était attachée sont perdues en mer. Les pièces ayant probablement causé la mystérieuse vibration ont ainsi disparu corps et biens. Sans elles, l'enquête risque d'aboutir à une impasse. En l'absence de preuves physiques, les enquêteurs étudient l'enregistreur de données de vol pour tenter de trouver une explication à la vibration. L'enregistreur de données de vol sur cet appareil était très rudimentaire. Un stylet qui grave sur une feuille de métal. Donc, ce n'est pas très scientifique par rapport aux outils d'aujourd'hui. Et l'enregistreur de données ne nous a pas permis de déterminer l'origine de la vibration. Des vibrations moteurs ont souvent été constatées sur le L188 Electra. Leur violence menaçait même parfois d'entraîner à grande vitesse la rupture du fuselage. Les enquêteurs examinent les supports en caoutchouc conçus pour absorber ces vibrations. Si ces pièces sont usées, cela pourrait expliquer l'accident. Mais ce n'est pas le cas, et l'enquête est de nouveau dans l'impasse. Dans cette affaire, on n'arrivait même pas à déterminer la cause probable de l'accident. Et c'est très difficile pour un enquêteur d'admettre qu'on ne sait pas. Rundschlid espère néanmoins fournir la réponse à une autre question. Pourquoi l'appareil est-il devenu si difficile à diriger? Les 4 L188 Electra, ayant perdu une hélice auparavant, avaient pu se poser sans encombre. La perte d'une hélice n'est pas forcément une catastrophe. Cet avion est conçu pour voler avec la moitié de ses moteurs. Avec 3 moteurs intacts, le commandant Gibson n'a pourtant conservé le contrôle de l'appareil qu'à grand-peine. Le cas du vol Rive 8 est donc différent. Mais pourquoi? Les enquêteurs examinent le trou qu'a fait l'hélice dans le fuselage. Les câbles n'ont pas été coupés. Le trou explique la décompression, mais pas la défaillance des commandes de vol. C'est seulement lorsque les enquêteurs examinent l'intérieur de l'avion qu'ils découvrent finalement la cause du problème. La déformation du plancher de la cabine. Le plancher s'était déformé à cause de la décompression explosive. Et les câbles des commandes de vol qui passaient par des trous dans la structure du plancher étaient coincés. Le plancher retenait les câbles des commandes manuelles et aussi ceux du pilote automatique. C'est coincé. Le pilote automatique utilisant un système hydraulique pour actionner les câbles, il peut appliquer plus de force qu'un humain. C'est pourquoi il pouvait toujours diriger l'appareil, au moins approximativement. Ils ont pu utiliser le pilote automatique pour actionner les gouvernes, faire des corrections minimales et stabiliser l'appareil. Les commandes marchent. Quoi? Compte tenu de la façon dont les câbles étaient coincés, reste à savoir comment les pilotes ont pu retrouver subitement assez de contrôle pour poser l'appareil. En examinant les câbles de plus près, les enquêteurs comprennent finalement ce qui s'est passé. On dirait qu'ils sont passés en force. Ils ont continué de tirer sur le manche de toute leur force. Allez! De profondes entailles dans les longerons du fuselage sont la preuve que les câbles ont peu à peu creusé un sillon, ce qui a libéré leur action. Pendant le long vol qui a précédé l'atterrissage, ils ont scié le métal. Les pilotes ont ainsi retrouvé juste assez de contrôle pour aligner l'appareil sur la piste. On y va. Anchorage, Rive 8. Prêt à atterrir sur la piste 6. Cependant, selon Dennis Grossi, l'équipage a fait preuve de bien d'autres qualités, au-delà de la simple force brute. En 35 ans de carrière, j'ai écouté beaucoup d'enregistrements de cockpit. Et ce cas était vraiment unique. L'équipage a été exceptionnel. Anchorage, Rive 8. Prêt à atterrir sur la piste 6. Rive 8, autorisation d'atterrir. Train sorti. Train sorti. 170 nœuds, taux de chute 4 mètres secondes. Ils ont réussi à reprendre le contrôle de l'appareil pour entamer la descente. C'est extraordinaire. Le commandant Gibson a aussi résisté à la tentation de se poser à la première approche. Bon sang.
Souvent, lorsqu'un pilote fait son approche et que les choses tournent mal, son premier instinct est d'atterrir, malgré les mauvaises conditions. Remise des gaz. Le commandant a été exceptionnel, en tant que pilote et en tant que chef. La dernière directive de pilotage donnée par le commandant est peut-être la plus décisive. Coupez les moteurs. Arrêtez les moteurs! Et bien sûr, la décision prise par le commandant de couper les moteurs après avoir touché le sol rendait la remise des gaz impossible. Donc il savait à ce moment-là que c'était sans retour. En 1983, le président Reagan rend hommage à l'héroïsme du commandant Gibson et de son équipage. Quel effet ça fait de voir une hélice percuter le fuselage? Ce sont des moments que je ne préférais pas revivre, Monsieur le Président. Mais c'était excitant. James Gibson a été commandant de bord pour la compagnie Revolution durant 6 années encore, avant de prendre sa retraite. Il est décédé en 2010. Gary Lintner a pris sa retraite de pilote en 1996. Victoria Fredenhagen a quitté le monde de l'aviation pour fonder sa propre entreprise à Anchorage. 2 ans après l'accident, Gerald Lorin et Wendy Kroon se sont mariés. La compagnie Revolution a fait faillite en 2000 après 68 années de service.